Il était une fois une maman-dieu avec son petit dieu. Dis, maman, est-ce que tu me donnes la permission de faire un monde? Tu as fini tes devoirs? Oui, maman. C'est bon, alors tu peux. Le petit dieu prit une ardoise, des craies de couleur et il se mit à faire le monde. Que le soleil soit le monsieur et la lune, la dame. Et ils eurent une petite fille qu'on appela la petite Aurore. Ensuite, le petit dieu créa les plantes qui poussent sur la terre et les algues, puis il créa les bêtes qui marchent, celles qui rampent, celles qui nagent et celles qui volent. Ensuite, il créa l'homme, qui est le plus intelligent des animaux de la terre. Et quand il eut fait tout cela, la terre était remplie. Mais mon ciel est tout vide. Qui veut habiter le ciel? Tout le monde entendit, à l'exception du petit cochon qui était occupé à manger des glands de chêne, car le petit cochon est si gourmand que quand il mange, il n'entend rien. Et tous ceux qui voulaient habiter le ciel vinrent à l'appel du petit dieu. Il y avait le bélier, le taureau et le lion, il y avait le scorpion et le crabe, qu'on appelle le cancer, il y avait la chèvre, qu'on appelle capricorne, il y avait les poissons, il y avait les 2 centaures, et il y avait les 2 ours et une jeune fille qu'on appelle la Vierge. Moi, je veux habiter le ciel. Alors le petit dieu les prit les uns après les autres et les cloua sur la voûte céleste à l'aide de ces gros clous d'argent qu'on appelle les étoiles. Ah, c'est très joli tout ça, mais moi quand je vais me lever, je vais les griller vifs. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Eh ben dans ce cas, c'est simple. Chaque matin, la petite Aurore se lèvera avant son père et déclouera les habitants du ciel. Et chaque soir, quand il sera couché, elle les remettra en place. Ainsi fut fait. C'est pourquoi chaque matin les étoiles disparaissent pour ne revenir qu'à la nuit tombée. Eh ben et moi alors? Pourquoi est-ce que j'habite pas le ciel, moi aussi? Bon, pourquoi tu me l'as pas demandé? Qu'est-ce que tu faisais quand j'ai appelé des volontaires? Je crois que je mangeais des glands de chêne. Eh ben tant pis pour toi. Pitié, monsieur le petit dieu, trouvez-moi une petite place. Dites aux autres de se serrer. Y a plus de place, tu le vois bien. Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. C'est bien qu'on ne m'aime pas. Tout le monde m'en veut. Je vais me venger. Ma pauvre petite Aurore. C'est dur, hein, de se lever avant le jour pour arracher les clous. Moi, ça me révolte. C'est plutôt amusant ce travail, tu sais. Si tu voulais, je monterais avec toi. Je t'aiderais dans ton travail. Ma foi, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Oh, c'est merveilleux. Je vais 2 fois plus vite que d'habitude. Merci, petit cochon. De rien, de rien. Petit cochon, qu'est-ce que tu fais? De l'aube jusqu'à midi, elle parcourut l'Asie, mais nul n'y avait vu le petit cochon. De midi à 4 heures, elle parcourut l'Afrique, et après 4 heures, elle parcourut l'Europe. Cependant, le petit cochon, se sachant poursuivi, s'était réfugié en France, à Paris, au 69 de la rue Broca. C'était une épicerie buvette qui appartenait à Papa Saïd. Ses 2 dernières filles, Malika et Rachida, gardaient la boutique. Sauvez-moi, je vous en prie. La petite Aurore me court après. Elle veut me tuer pour me manger. Impossible. Et si on le cachait dans la cave? Alors si on me demande, vous m'avez pas vu, hein? C'est compris. D'accord. La petite Aurore vous racontera sans doute une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais mangée. C'est complètement absurde. Et pourquoi brille-t-il comme ça dans l'obscurité? Tu l'as vu dans la cave pendant qu'il nous parlait? On aurait dit une lampe avec un abat-jour rose. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas vu un petit cochon rose? Tout rose et lumineux? Exactement. Non, nous ne l'avons pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, comment savez-vous qu'il est lumineux? C'est parce qu'il a mangé une étoile. Vous êtes bien sûr de ne pas avoir vu ce petit cochon? Oh oui, tout à fait sûr. La journée finissait. C'était l'heure où la petite Aurore devait remettre en place les habitants du ciel. Eh bien, et mon étoile polaire? Tu oublies mon étoile polaire? Chut. La petite fille a perdu mon étoile polaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le petit cochon. Ah bien, ce n'est pas malin. À présent, il va falloir le dire à ton père. Ah, c'est malin. Le petit cochon est sûrement chez Papa Saïd. Vite, que l'on me donne mon grand manteau noir, mon chapeau noir, mon écharpe noire, mon masque noir et mes lunettes noires. Et j'y vais de ce pas. Et pour monsieur, ce sera? Rien. Je voudrais vous parler. Bah. Je suis le soleil. Je viens chercher le petit cochon qui a mangé l'étoile polaire. Qu'est-ce que vous me racontez? Il n'y a pas de petit cochon ici. Et moi, je suis sûr qu'il y est. Ce sont vos enfants qui l'ont fait entrer. Vous avez vu un petit cochon?
Petit cochon? Oui, un petit cochon, pas un hippopotame, bien sûr, vous êtes sourde. Un petit cochon tout vert. C'est pas vrai, il était rose. Voilà la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire, cacher un petit cochon chez moi? Il est ici. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je veux rester ici! Tu resteras où tu voudras, mais moi je veux l'étoile. Quelle étoile? J'ai jamais vu d'étoile! Ne parle pas tant, menteur. Et crache-la, si tu peux. Je n'ai plus le temps d'attendre. Employons les grands moyens. Monsieur Saïd, avez-vous un couteau? Pour ta punition, puisque tu aimes tant les choses qui brillent, tu seras changé en tirelire. Tu garderas cette fente dans ton dos. Monsieur Saïd y glissera les pourboires, et tu ne seras délivré que quand tu seras plein de sous. Papa Saïd n'oublie jamais de glisser ses pourboires dans la fente. Mais comme les enfants viennent y puiser, je ne dis pas tous les jours, mais plusieurs fois par jour, il est à craindre que le petit cochon ne soit jamais rempli. Bonjour, monsieur le notaire. Je veux acheter la petite villa avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai et qui ne coûte que 3,50 francs. Avec les frais, cela fera 5 francs. Signé ici. Parfait. Mais pourquoi riez-vous? Maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. Hanté par qui? Par la sorcière du placard au balai. La sorcière ne vient que la nuit. Elle reste bien sage dans son placard. Seulement, attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle sort, et tant pis pour vous. Espèce d'idiot, vous aviez bien besoin de me chanter une ânerie pareille. Maintenant, je vais plus penser qu'à ça. C'est exprès. Mais j'ai qu'à faire attention. Oubliez cette chanson. Après tout, c'est le jour et je suis pas dans ma maison. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Je suis dans ma maison, mais le jour et je peux chanter. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Les mois passèrent, et une nuit... Si je chantais juste un petit bout de la chanson, du moment que je la chante pas en entier, la sorcière peut rien contre moi. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière, prends. Sorcière, sorcière, prends garde. Sorcière, sorcière, prends garde à. Sorcière, sorcière, prends garde à ton. Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Zut, ça y est, je l'ai dit. Et pourquoi dois-je prendre garde à mon derrière? Oh, je vous demande pardon, madame, j'ai chanté ça sans y penser. Sans y penser. Tu te moquais bien de moi lorsque tu chantais ta petite chanson jusqu'à l'avant-dernière syllabe. Mais cette nuit, c'est mon tour de m'amuser. Pitié, madame, j'aime beaucoup les sorcières, ne me faites pas de mal. Taratata. Mais je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses impossibles. Et si je ne peux te donner une seule de ces 3 choses, je m'en vais pour toujours. Sinon... Je vais réfléchir. À demain, madame la sorcière. Bonjour, Bachir. Une méchante sorcière veut m'emporter. Tout ce qui pourrait me sauver, c'est de lui demander 3 choses impossibles. Si elle ne peut me donner satisfaction, même une fois, je serai sauvé. Peux-tu demander à ta petite souris interprète qu'elle demande à tes poissons magiques s'ils n'ont pas une idée? Oui. Petite souris, petit ami. Parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. Pipiri, pipiri, pipi. Po, 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 po. Pipiripi. Écoute, ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc. Sorcière, donne-moi des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Les voilà. À demain, tâche d'être plus malin.
Il faut recommencer, ça n'a pas marché. Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni. Je veux une branche de l'arbre à macaroni qui puisse pousser dans mon jardin. Voilà. Repique-la dans ton jardin, tu verras. À demain. Ça n'a pas marché, je suis perdu. Adieu, Bachir. Non, rien n'est perdu. C'est honteux de se décourager comme ça. Petite souris, interroge encore les poissons. Oh, écoute, ce soir, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée parce que la grenouille à cheveux, c'est elle. Voici ce que tu feras. Tu vas me prier. Donne-moi la grenouille à cheveux. Quoi? Demande-moi autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu peux pas me la donner, alors va-t'en. Ah, c'est comme ça. Eh bien, là voilà ta grenouille à cheveux. Voilà la grenouille, Bachir. Sans ses cheveux. Toute sa force était dans ses cheveux. C'est plus maintenant qu'une grenouille ordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit, petite souris? Elle ne veut pas traduire. Ce sont des gros mots. Il était une fois un vieux roi qui régnait sur une île magnifique. Ce roi avait un jeune fils qui s'appelait le prince Henri-Marie-François Guy-Pierre-Antoine. C'était un nom bien long pour un si petit prince. Aussi, quand il était enfant, on l'appelait Blob. Chaque matin, au lieu de se débarbouiller dans un lavabo, ce qui est mortellement ennuyeux, le prince Blob allait se baigner nu dans la mer. Et chaque matin, il retrouvait une sirène avec laquelle il jouait depuis qu'il était petit. Quand tu seras grand, tu épouseras une belle princesse qui aura 2 jambes comme tout le monde, et non une vilaine queue de poisson, et tu succéderas au roi ton père. Non, disait le prince, je n'épouserai que toi. Aujourd'hui, j'ai 15 ans, et je t'aime toujours et je veux t'épouser. Cette fois, la sirène devint pensive. Mais ces mariages sont toujours malheureux. Tu changerais tes 2 jambes pour une queue de poisson? Tu regretterais la vie mortelle, la terre et ton enfance. Mais moi je t'aime, disait le prince, et je suis sûr de ne rien regretter jamais. Le père de Blob ayant appris que son fils aimait une sirène, alla s'enquérir auprès de l'aumônier du palais. « Mais c'est une catastrophe !» s'écria l'aumônier. « Les sirènes sont des démons. Le prince, en l'épousant, deviendrait ondin et n'aurait plus de jambes, mais une queue de poisson. Il ne pourrait jamais vous succéder, il faut les séparer. » Ton père veut nous séparer, Blob. Ne crains rien, je suis immortelle. Si l'on nous sépare, quand tu voudras me retrouver, mets-toi dans un endroit où il y a de l'eau douce ou salée. Il te suffira alors de chanter « Un et un fontaine, sirène mamie, je suis votre ondin, vous êtes ma vie. » Le lendemain, le roi vint à la plage accompagné de nombreux notables, dissimulant sous leurs habits de cour des cordes, des filets, des matraques et des revolvers. « Allez !» À ce signal, ils se jetèrent sur la sirène et la prirent dans leurs filets. Le prince Blob, qui voulait la défendre, fut lui-même assailli avant d'avoir pu faire un geste. « Emportez-moi ce monstre !» hurla le roi, « et coupez-lui la queue en tranches pour la vendre au marché. Quant à vous, mon fils, je vous envoie chez mon cousin l'empereur de Russie, loin de l'océan et de cet amour idiot. » Je t'aime. Un et un fond, un, sirène mamie, je suis votre ondin, vous êtes ma vie. Bonjour, prince Blob. Tu m'aimes encore? Je t'aime. Un et un fond, un, sirène mamie, je suis votre ondin, vous êtes ma vie.
Bonjour, Prince Blob. Tu m'aimes encore? Un jour, l'empereur fit savoir au prince Blob que désormais il n'aurait plus le droit de se laver. Mon cher cousin, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais il est impossible d'empêcher votre fils d'évoquer cette sirène. Je vous le renvoie et que Dieu vous garde. Signé Nikita Ier, empereur de l'Union russe. Le roi et l'aumônier lurent cette lettre. Il n'y avait plus qu'une solution. Transformer le prince en timbre-poste et le coller au mur à l'endroit le plus sec du palais, afin que pas une goutte d'eau n'y touche. Abracadabra, tu deviens tout plat. Abracadabra, tu deviens tout petit. Abracadabra, tu deviens papier. Abracadabra, de papier collant, petit désobéissant. Le roi regarda le timbre de près et demanda à Blob s'il voulait toujours épouser sa sirène. « Oui, je le veux toujours !» répondait une voix de papier. Les jours, les semaines, les mois passèrent. « Oui, je le veux !» répondait toujours le timbre Blob. Puis il y eut un cyclone venant de la mer, mais le palais royal était bien bâti et pas une goutte d'eau ne parvint au bureau du roi. Puis il y eut la guerre, et quand le roi et la reine remontèrent de la cave, le palais commençait à brûler. Le roi affolé pénétra dans son bureau, un verre d'eau à la main, les flammes dansaient de toutes parts. Le roi embrassa le timbre en pleurant. « Sois heureux, mon petit. » Puis il voulut jeter le verre d'eau sur le timbre, mais le timbre avait disparu. Une larme du roi l'avait mouillé. Blob avait enfin rejoint sa sirène. Peu après, une terrible nouvelle. La flotte ennemie était signalée. Les bateaux avançaient. Mais soudain, autour d'eux, la mer se mit à onduler. Elle se remplissait de choses bizarres. Une nageoire battante, une queue tordue, une gueule ouverte. La flotte ennemie semblait voguer sur une mer de monstres. Au bout d'une demi-heure, la flotte ennemie était entièrement détruite. Blob et la sirène avaient sauvé le royaume. Le roi était heureux, ou du moins presque heureux. La paix régnait sur l'île, mais l'île restait sans prince et le roi sans enfant. Si ce n'est que cela, pensa la sirène, je vais tout arranger. Baignez-vous sur la plage, dit-elle au roi, avec sa majesté la reine. Quand vous verrez un poisson d'argent qui viendra jouer autour de vous, laissez-le faire. N'ayez pas peur de lui. Et dans 8 jours, vous aurez un petit garçon. Une semaine plus tard, ils avaient un petit prince. Oui, tout cela se passait il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le prince Blob est toujours un ondin. Ses parents, eux, sont morts, bien entendu, mais leurs petits-enfants règnent encore sur l'île heureuse, et aucune flotte ennemie n'ose venir les attaquer. Il était une fois dans un village une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. Au troisième coup, toute la maison sauta en l'air et la tête d'un géant apparut. Tiens, je voudrais t'épouser. Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ce n'est pas une réponse. Cependant, le géant finissait de sortir de terre et tirait sur d'immenses chaussettes rouges lorsque surgit le curé du village très fâché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en voilà des manières, cette pauvre Mireille. Sa maison toute démolie. Mais ce n'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Bon, c'est bien, mais maintenant, allez-vous-en. Une minute. J'ai quelque chose à demander. Je voudrais épouser Mireille. Mais c'est impossible, vous êtes trop grand, vous ne pourriez pas entrer dans l'église. Mais comment faire pour rapetisser? Mais écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Revenez dans 1 an et Mireille sera prête pour vous épouser. Attention, pas plus longtemps. Et où habite-t-il, votre grand sorcier chinois? En Chine. Yonte.
Ce qui en chinois signifie « c'est bien vous le grand sorcier ». Ce qui veut dire « oui, c'est moi, et alors ?» Je voudrais rapetisser. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort. Ce qui veut dire « est-ce que tu te moques de moi ?» Excusez-moi, je me suis trompée. Et maintenant, fais-moi rapetisser. Non, je regrette, mais plus de potions. Mais vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le trois sorciers bretons. Et où habite-t-il, votre sorcier breton? En Bretagne. 3 mois plus tard, le géant arriva en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. Excusez-moi, pourriez-vous me faire rapetisser? Mais c'est très facile. Oh pardon, je me suis trompé. Tenez, buvez. Mais cela ne suffit pas. Je dois devenir aussi petit qu'un homme. Impossible, j'ai plus de potions. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez donc de ma part voir le pape de Rome. Et où habite-t-il, ce pape de Rome? Attendez, à Rome. Un mois plus tard, le géant arriva à Rome. Mais il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Je veux devenir aussi petit qu'un homme. Ma fiancée m'attend dans 15 jours. Si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. Comme c'est tout ça, je ne suis pas sorcier, mais vous m'êtes sympathique. Je veux faire quelque chose pour vous. Allô? Ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil? Si moi, la pape de Rome, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant? Eh bien, dites-lui qu'il donne ses chaussettes à la blanchisseuse et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Et comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Marie, Marie, Marie. Bonjour, madame. Je viens chercher la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. Vous voulez dire les 2 sacs de couchage? Mais ce sont des chaussettes. Oh, moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entière, j'appelle ça un sac de couchage. Eh bien, donnez-les-moi. Et qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus géant. Et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Ah, si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. C'était son premier vœu qui se réalisait. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait revenir à pied au village de Mireille. Et je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée. Ah, si je pouvais être près d'elle. Je sais tout ce que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois seulement? Mais il pensa soudain qu'il lui restait un 3e vœu à faire, et il dit à haute voix: Que ce soit le jour de mes noces. Depuis ce jour, ils vivent heureux, et ils eurent, attendez que je me rappelle, beaucoup d'enfants. Il y a très longtemps, à l'époque des Romains, vivait un roi barbare. Quand ce roi eut un fils, une bonne fée lui apparut et lui dit: Ton fils est immortel. Il ne mourra jamais. Il deviendra un grand guerrier et il fera de grandes choses. Mais tout cela à une condition. Laquelle? C'est que tu lui donnes le nom de Lustucru. Le roi eut une hésitation, car même pour un barbare, le nom de Lustucru est ridicule. Cependant, il accepta. Le prince Lustucru grandit et le roi son père l'envoya à Rome par faire son éducation.
Comme il était intelligent, il était le premier partout, ou plutôt, il aurait dû l'être. Mais ses maîtres ne lui donnaient jamais la première place, parce que pour rien au monde, il n'aurait voulu dire ou écrire « Premier Lustucru ». Le pauvre Lustucru fut donc un éternel second, mais il se dit Je suis pourtant meilleur que tous les autres, mais cela ne suffit pas. Il me faut accomplir quelque chose d'énorme. Voyons, tiens, je vais conquérir la Gaule. Seulement la Gaule, c'était un gros morceau, et Lustucru ne pouvait la conquérir tout seul. Il lui fallait une armée. Or un jour, dans les rues de Rome, un mendiant l'arrêta. « Pitié, monsieur! Donnez-moi quelque chose !» Voyons, les aventures, les voyages et les batailles, ça ne te fait pas peur? Oh non, monsieur! En ce cas, tu entres à mon service. Tu vas me soulever une armée et nous allons conquérir la Gaule. Comment t'appelles-tu? Jules! Eh bien, Jules, suis-moi. C'est ainsi que Jules César devint le lieutenant de Lustucru. Et qu'à eux deux, ils levèrent une armée et allèrent combattre le roi de la Gaule, qui n'était autre que Vercingétorix. Mais les Gaulois, qui étaient courageux et actifs, manquaient terriblement de discipline. Et finalement, Vercingétorix dut reconnaître sa défaite et se rendit à Lustucru. Celui-ci écrivit toute l'histoire dans un livre, dont il confia le manuscrit à Jules César en lui disant « Va porter ce livre aux Romains. Tu leur diras que Lustucru a conquis la Gaule. » Arrivé à Rome, Jules César dit au sénateur romain « Moi, Jules César, je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez me nommer empereur. Sinon, je lance mon armée contre vous. » Et les Romains le nommèrent empereur. Le pauvre Lustucru comprit qu'une fois de plus, on lui avait volé la première place. Le temps passa, et Lustucru fit encore de grandes choses. C'est lui qui, devant Clovis, cassa le vase de Soissons. C'est lui qui sonna du corps à Roncevaux. Du Guesclin, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était encore Lustucru. Et c'était pas Napoléon qui traversait le pont d'Arcole à pied, non, c'était toujours Lustucru. Et malgré toutes ses actions d'éclat, son nom restait inconnu dans l'histoire. Complètement découragé, il s'en alla trouver la grande sorcière de la rue Mouffetard. « Bonjour, madame la sorcière. Voyez-vous, je suis grand, brave et immortel. Cependant, personne ne sait que c'est moi, Lustucru, qui ai fait de si grandes choses. » Mon pauvre Lustucru, avec un nom pareil, c'est normal. Vous n'avez qu'une seule chose à faire pour être connu. C'est d'entrer dans une chanson. Alors il s'installa dans un petit village où il acheta une maison, et toute la journée, il regarda sa voisine d'en face, une certaine Madame Michel, oui, qui vivait avec son chat. À force de la regarder, il en devint amoureux. Alors un jour, il acheta un bouquet et alla chez sa voisine. Monsieur, vous désirez? Eh bien, voilà, je suis votre voisin et je désire vous épouser. Oh, pas possible. Mais je vous connais à peine. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lustucru. Oh non! Je n'ai pas envie, avec un nom pareil, d'être ridicule aux yeux de tout le pays. Et une fois de plus, le pauvre Lustucru était victime de son nom. Mais cette fois, il était amoureux et il ne se tint pas pour battu. Or, un soir, il aperçut dans la rue le chat de sa voisine. Miné, 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 miné. Il le saisit et l'emporta. Le lendemain, la mère Michel, à sa fenêtre, se lamentait. Oh, où est mon chat? Oh, j'ai perdu mon petit Minet. Mais non, vous ne l'avez pas perdu. Il est chez moi. Oh, je viens le chercher tout de suite. Ah, je n'ai pas dit que je vous le rendais. Mais je ne peux pas vivre sans mon chat. Eh bien alors, épousez-moi et je vous le rendrai. Et si je refuse? Je le mangerai. Oh, alors, c'est entendu, je vous épouse. Merci, Madame Michel. Au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, qui sait qui lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra, la la la, sur l'air du tra. Et
Depuis ce temps, le père Lustucru vit parfaitement heureux dans son petit village avec sa femme et le petit chat. Dans un village vivaient 2 frères. L'un était riche, l'autre pauvre. Le riche était célibataire, le pauvre était marié. Le riche ne travaillait pas, le pauvre était ouvrier agricole. Il n'avait pas de maison, mais vivait avec sa femme chez le fermier qui l'employait, tandis que le riche, lui, avait une grande et belle maison. Le pauvre était gentil avec tout le monde, aussi les gens du village l'aimaient bien. Le riche, lui, était avare, de sorte que les gens ne l'aimaient guère. Mais, avec l'hiver, le pauvre n'avait plus de travail. Il alla demander à son frère l'hospitalité. Le riche voulut bien l'héberger avec sa femme, mais à la condition qu'il soit couché dès 9 heures du soir. Le pauvre accepta, et le jour même, il s'installait avec sa femme. Pendant 3 mois, ils vécurent ainsi. Ils prenaient leur repas ensemble, et après le dîner, sitôt la table desservie, le pauvre et sa femme montaient se coucher. Le riche, lui, veillait très tard, jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Qu'est-ce peut faire ton frère si tard? Elle fait ce qu'elle veut, elle est chez lui. Mais la femme voulait pourtant savoir. Un soir, elle descendit doucement l'escalier, pieds nus et sans lumière. Elle s'approcha sans faire du bruit, et elle vit son beau-frère assis devant une petite boîte en fer, d'où il tirait des pièces d'or qu'il empila. Elle remonta et dit à son mari: Ton frère raconte de l'or. Et pourquoi pas? C'est son or, après tout. Un matin, la femme du pauvre descendit pour allumer du feu et faire le café. Le riche était encore couché, et elle s'aperçut soudain qu'il était mort. Quelque temps après, le couple alla chez le notaire. Le riche n'ayant pas d'enfant, tous ses biens revenaient au pauvre, mais il restait la boîte de pièces d'or. Un soir qu'il la cherchait dans toute la maison, le fantôme du riche leur apparut. Allez-vous-en d'ici! Vous n'aurez pas mon or! Effrayés, ils partirent. Ils achetèrent une petite maison et vécurent à l'abri du besoin. Plus tard, ils eurent un petit garçon et l'année d'après, une petite fille. Tous les dimanches après-midi, ils allaient se promener. Allez pas du côté du cimetière. Surtout, entrez jamais dans la maison de votre oncle Pierre. Il se fâcherait. Mais voilà qu'un beau soir de printemps, les enfants furent surpris par l'orage. Il pleuvait fort, très fort. Le ciel était noir et plein d'éclairs. Entrons dans cette maison. Le petit garçon avait bien reconnu la maison de l'oncle, mais il faisait tellement mauvais qu'ils entrèrent. Ils trouvèrent un lit, se déshabillèrent et s'endormirent. Ils furent réveillés par une grosse voix. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon, monsieur. Nous sommes entrés pour nous mettre à l'abri et... Et d'abord, qui êtes-vous? Lorsqu'ils dirent leur nom, le fantôme s'écria: Alors comme ça, vous êtes mes neveux? Oui, mon oncle. Ah, je comprends tout maintenant. C'est votre père qui vous a envoyé ici pour m'espionner et pour me voler mon or. Non, vous vous trompez, mon oncle. Je vous assure, c'est pas ça. Alors donc, sortez d'ici. Les 2 enfants allaient sortir quand le fantôme les arrêta. Eh bien, où allez-vous? Vous voyez bien qu'il pleut encore? Restez ici. Prenez chacun une couverture. Approchez-vous. Échauffez-vous. Alors le petit garçon s'endormit. Mais un éclat de rire le réveilla. C'était sa petite sœur. Car l'oncle Pierre s'était endormi aussi, et la petite fille en avait profité pour monter sur ses genoux, et traversant le corps impalpable du fantôme, elle s'était assise dans l'oncle Pierre. Ça la faisait rire. L'oncle Pierre, réveillé à l'instant, regardait d'un air bouleversé la petite fille assise dans son ventre.
C'est donc vrai? Je suis un fantôme. Tenez. Demain matin, vous donnerez ça à vos parents. Le lendemain, il faisait grand jour et l'oncle avait disparu. Les enfants rentrèrent chez leurs parents avec la boîte pleine de pièces d'or. Il y a des gens qui prétendent que cette nuit-là, les enfants n'avaient fait qu'un rêve. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que depuis ce jour, le fantôme de l'oncle Pierre n'est plus jamais revenu dans la vieille maison. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait un papa qui s'appelait Saïd et une poupée qui s'appelait Scooby-Doo. Saïd était un bon papa et Scooby-Doo n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait le pouvoir magique de voir le passé et l'avenir. Il suffisait pour cela de lui bander les yeux. Un beau matin... Dis papa, fais un vélo. J'ai pas d'argent. Oh. Et puis l'année prochaine, t'auras grandi et il sera trop petit le vélo. Bachir n'insista pas. Mais le soir, il demanda à Scooby-Doo: Dis-moi, toi qui sais tout, quand c'est que j'aurai un vélo? Je vois un vélo, mais pas avant 1 an ou 2. Oh, zut alors. Ne te désole pas. Je vais partir, et dans 1 an, je reviendrai avec ton vélo. Cependant, j'ai besoin de quelque chose. Comme tu ne seras pas là pour me bander les yeux, il me faut une paire de lunettes noires. D'accord. Et Scooby-Doo s'en fut. Elle arriva dans un grand port. Monsieur le marin! Qui est là? Moi! Scooby-Doo! Je veux que vous m'emmeniez dans votre bateau. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais dire le passé, l'avenir et les choses cachées. Vous avez une femme au Havre avec un enfant blond. Vous avez une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes. Vous avez une femme à Dakar avec 6 enfants... Assez, assez! Dis-moi plutôt le temps qu'il fera demain. Il fera très mauvais temps et vous ne pourrez pas sortir du port. Eh bien, parions. Si demain il fait mauvais temps, je t'emmène avec moi. Si tu t'es trompé, je te laisse ici. Et en effet, le lendemain, la tempête se leva. Tu as gagné, poupée. Je t'emmène. Mais il faut me payer. Je veux 5 francs pour acheter le vélo de Bachir. C'est convenu. Et c'est ainsi que Scooby-Doo fit le tour du monde en annonçant le temps sans jamais se tromper. Jusqu'au jour où... Mes lunettes! Monsieur le cuisinier, rendez-les-moi! Et quelques instants plus tard... Dis-moi, poupée, quel temps fera-t-il demain? Je ne peux pas vous le dire, monsieur le marin. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. Ah, lunettes ou pas lunettes, tu dois me dire le temps qu'il fera. Tu crois que je vais te payer à rien faire? Oh, ben, je crois qu'il fera plutôt beau. Hélas, le lendemain dès l'aube, un gros nuage surgit à l'horizon. Le marin devint furieux et... Qu'est-ce que je vais devenir ici? Mon pauvre Bachir qui attend son vélo. Ah, voilà mes lunettes. Ce requin avale tout. Bonjour, poupée. Bonjour, huître. Oh, que cette perle me gêne.
Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté. Je te l'enlève si tu veux. En la vendant, je peux acheter 5 ou 6 vélos à Bachir. Ouvre-toi toute grande. Ah, voilà, c'est fini. Ah. Merci, huître. Que faut-il faire pour rentrer chez moi? Tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre. Le requin sera malade et il fera ce que tu voudras. En effet, au bout de 2 minutes, il eut le hoquet. Alors, c'est fini là-dedans. Conduis-moi à Paris. Je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. Arrête! C'est où, Paris? En remontant la Seine. Terminus! Tout le monde descend. Allez, file, et que je ne te revoie plus. Nager dans de l'eau douce. Je suis déshonoré. Papa Saïd fut très content, la perle fut vendue à un bijoutier et Bachir eut un très joli vélo. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. » Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. « Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le volailler, une vieille marchande l'arrêta. « Bonjour, ma petite fille, tu veux de la viande ?»« Ah non, madame, je viens acheter un poulet. »« Zut !» pensa la sorcière. Le lendemain, la sorcière se déguisait en marchande de volailles. « Bonjour, petite, tu m'achètes un poulet ?»« Ah non, madame, aujourd'hui je veux de la viande. »« Flûte !» pensa la sorcière. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, aujourd'hui je vends de tout. Du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi je veux du poisson. »« Crotte !» pensa la sorcière. « Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. » Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes, il y en avait exactement 267, c'étaient-elles. Nadia vint, comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts. La marchande la saisit par le poignet, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir-caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « C'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare et s'enfuit rue Mouffetard. En la voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient la sorcière, se mirent à crier « Où vas-tu comme ça, Bachir ?» Bachir ferma les yeux et répondit « Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais gagner quelques sous et chanter une chanson qui s'appelle « Nadia, où es-tu » ?»« Non, pas celle-là, chante-en une autre. »« Mais j'en sais pas d'autre. »«
Alors chante-la tout bas. C'est entendu. Et Bachir se mit à chanter tout haut. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds que je t'entende, car je ne te vois plus. Moins fort, crièrent les 267 marchandes. Tu nous casses les oreilles. Mais Bachir continuait de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup, une petite voix lui répondit. Bachir, Bachir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux, et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant « C'est un faux aveugle, c'est un faux aveugle !» Mais Bachir, qui était courageux, brandit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide, et les 266 autres avec. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Il entra dans la boutique et il essaya d'ouvrir le tiroir-caisse. « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Mais le tiroir était trop dur et Bachir travaillait, et pendant ce temps, les 267 marchandes se réveillaient. Elles se gardaient bien d'ouvrir les yeux. Elles restaient les yeux fermés et elles s'approchaient en rampant de la boutique. Comme Bachir, épuisé, ne savait plus que faire, il vit passer un grand marin, tout jeune et très costaud, qui descendait la rue. « Bonjour marin, peux-tu me porter ce tiroir-caisse jusque chez nous? Ma sœur est enfermée dedans. »« Et qu'est-ce que j'aurai comme récompense? »« Tu auras l'argent et moi j'aurai ma sœur. »« D'accord. » Bachir souleva le tiroir-caisse et allait le passer au marin quand la marchande de légumes qui s'était approchée l'attrapa par un pied et se mit à glapir « Ah, brigand, je te tiens !» Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande, et de ce coup-là, les 267 marchandes eurent tout en même temps le crâne fracassé. Cette fois, la sorcière était morte, et bien morte. Sous le choc, le tiroir s'ouvrit, et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, le remercia, et tous deux retournèrent chez leurs parents, pendant que le marin ramassait l'argent de la sorcière. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses, et elles espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin... En voici une très jolie paire, chère madame. Oh, je pense qu'elles vous iront très bien. Oh, c'est charmant. Oh, eh bien, je les achète. C'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir, enfin, ils se retrouvèrent au fond d'un placard. « C'est toi, Tina ?»« Oui, c'est moi, Nicolas. »« Ah, quel bonheur! Je te croyais perdu. »« Et moi aussi. Où étais-tu ?»« J'étais au pied droit. »« Moi, j'étais au pied gauche. »« Ah, je comprends. Toutes les fois que tu étais en avant, moi j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. »« Mais cette vie-là va recommencer chaque jour. »« Je le crains. »« Mais c'est affreux. »« Écoute, puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour. D'accord ? » ?»« D'accord. » Ainsi fit-il. De sorte que le jour suivant, très inquiète, la dame alla consulter un médecin. « Oh, docteur, cher docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même. Mon pied droit accroche mon talon gauche et cela me fait tomber, c'est horrible. » Mais c'est très grave. Oh non.
Si cela continue, madame, il faudra vous couper le pied droit. Voici une ordonnance. Donnez-moi 10 000 francs, anciens, pour la consultation et revenez me voir demain. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Écoute, puisque je suis à gauche, demain c'est moi qui ferai un écart à droite chaque fois que j'avancerai. D'accord? D'accord. Et le deuxième jour, de plus en plus inquiète, la dame retourna chez son médecin. Oh, docteur, maintenant c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. Mais c'est de plus en plus grave, chère madame. Si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. Oh non, pas les 2. Revoici une ordonnance. Tina, si l'on coupe les 2 pieds de la dame, qu'allons-nous devenir? Je n'ose pas y penser. Et pourtant, je t'aime, Tina. Moi aussi, Nicolas, je t'aime. Je voudrais ne jamais te quitter. Moi non plus. Ils parlaient ainsi dans l'obscurité de leur placard, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir, en pantoufles. Elle entendit, elle comprit tout. Ah, c'est donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade. Ce sont mes chaussures qui s'aiment. Oh, comme c'est gentil. Là-dessus, elle jeta à la boîte à ordures tous les médicaments qu'elle avait achetés et appela sa femme de ménage. Pépita, vous voyez cette paire de chaussures? Je ne les mettrai plus. Mais je veux les garder quand même. Alors cirez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes. Et surtout, ne les séparez jamais l'une de l'autre. Ah là, madame, elle est folle! Gardez ces chaussures sans les mettre dans une quinzaine de jours. Quand elle les aura oubliées, je les volerai. Et 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais un soir, dans l'escalier de service, Nicolas et Tina voulurent s'embrasser et badaboum. Madre mia, ces chaussures! Elles sont sorcelées! Je ne veux plus les mettre. Je vais les donner à ma nièce, la Pépita. La nièce, qui était boiteuse, passait presque toutes ses journées assise sur une chaise, les pieds joints. Et les chaussures étaient heureuses, car elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Mais un soir, Tina dit à Nicolas: Je sens ma semelle qui devient fine. Je vais bientôt être percée. Ne fais pas ça. Si on nous jette, nous allons être séparés pour toujours. Je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de vieillir. Qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas. Si seulement j'étais sûre de ne pas te quitter. Approche-toi. Prends ma bride avec la tienne. De toute façon, nous ne serons jamais séparés. C'est ainsi qu'ensemble, ils furent jetés à la poubelle et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble, jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille qui passaient par là... Oh, Lily, regarde, les chaussures. Elles sont bras dessus, bras dessous. C'est qu'elles sont mariées ensemble. Eh ben, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. Adieu, chaussures, et bon voyage. C'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces. Il était une fois une fée, adorée de tous, qui vivait dans une source. Et puis un jour, le curé fit dresser en cet endroit une grande croix de pierre. Pendant 1500 ans, plus personne n'entendit parler de la fée, même les curés cessèrent de croire en elle. Patience. Un jour, cette croix tombera et de nouveau je serai libre. Un jour, 2 hommes passèrent près de la source. Ils décidèrent de l'utiliser pour le ravitaillement de la ville. C'est ainsi que la fée se retrouva un beau jour dans une canalisation aboutissant à un gros robinet de cuivre d'une famille ouvrière comprenant le père, la mère et 2 grandes filles. Une fois, l'aînée des filles, qui était gourmande et mal élevée,
se leva sur le coup de 2 heures du matin pour aller tremper son doigt dans un pot de confiture. Elle le lécha, après quoi elle eut soif. Mais voilà qu'au lieu d'eau, il s'échappa du robinet une toute petite bonne femme avec des ailes de libellule. Bonjour, Martine. Bonjour, madame. Veux-tu être gentille, Martine? Donne-moi un peu de confiture. Quand elle vit que la fée était bien habillée, avec des ailes de libellule et une baguette magique, elle lui dit « Mais certainement, madame. Oh, merci, Martine. Je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. » Ben ça alors. Si elle disait des mots plus longs, elle grossirait peut-être. Oh, anticonstitutionnellement. Les perles n'en furent pas plus grosses, mais plus allongées et d'une forme plus biscornue. Tant pis. De toute façon, notre fortune est faite. Zut! 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 Alors les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots au-dessus du saladier. Parlez encore, vous êtes merveilleuse, restons ensemble. Voulez-vous, nous serons heureux. Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit pleine de grosses perles. La jeune sœur de Martine, qui était sage et bonne, n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Je n'irai pas dans la cuisine, je n'irai pas dans la cuisine, je n'irai pas dans la cuisine. Pour finir, elle y alla en espérant que la fée ne sortirait pas. Marie, toi qui es bonne, donne-moi un peu de confiture. Merci bien. Je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur. Eh bien, puisque vous êtes si peu aimable, je vous donne pour don qu'à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent. Voulez-vous me suivre dans la salle de bain? Penchez-vous bien sur la baignoire. Et maintenant, dites un mot. Maman! Oh, quelle est gentille. À présent, ma petite Marie, dites-moi une parole méchante. Sale vache! Que faut-il faire, docteur? Mon cher monsieur, j'ai bien l'honneur de vous demander la main de votre fille. C'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui travaillait à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums antivenimeux. Ce dernier fut très bon pour elle. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des 2 filles, et elle apparut à leurs parents. Elle les interrogea. Les parents la mirent au courant. La pauvre fée découragée se dit en elle-même « Oh, il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. » La fée du robinet dessina donc un enchanteur. Oh, pourvu qu'il m'aime. Et elle se mit à chanter. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? D'accord. Avant tout, je vais ôter leurs dons à Marie ainsi qu'à Martine. Le lendemain, Martine avait cessé de cracher des perles et le jeune homme à l'air doux la chassa. Alors elle revint chez ses parents et fut désormais douce et bonne. Le même jour, Marie cessa de cracher des serpents. L'enchanteur et la fée disparurent. Ils ne font presque plus de miracles.
Ils sont très très prudents. Il était une fois une patate. Une vulgaire patate, comme nous en voyons tous les jours, mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir frite. Et c'est probablement ce qui serait arrivé si... Regarde comme tu es belle. Oh, quelle horreur! Je ressemble à un homme. Oh bon, ça va puisque tu le prends comme ça. Joli pays, fort bien fréquenté. Il y a ici des tas de gens intéressants. Tiens, qui est cette personne qui ressemble à une poêle à frire? Bonjour, madame la poêle à frire. Vous êtes bien aimable. Je ne sais pas ce qu'est une poêle à frire, mais je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Guitare. Eh bien, moi, je m'appelle Pomme de terre, mais vous pouvez m'appeler Patate, car je vous considère dès aujourd'hui comme mon amie. J'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite. Mais par malheur, le petit garçon de la maison m'a complètement défigurée. Allons, ne pleurez pas. Mais vous êtes encore très bien. Oui. Et puis cela vous permet de parler. Oh, ça, c'est vrai. Mais vous, comment êtes-vous venu ici? Oh, moi J'étais l'amie d'un jeune garçon qui m'aimait tendrement. Il me prenait dans ses bras, me grattait le ventre, me chantait des chansons. Mais un jour, il est revenu avec une étrangère, vulgaire, qu'il avait ensorcelée. Je suis sûre qu'il ne l'aimait pas. D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle. Il la tenait attachée, avec une laisse. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai préféré partir. Comme c'est beau. Oh, je savais que nous étions faites pour nous comprendre. D'ailleurs, plus je vous regarde, plus je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire. Ah ben ça, c'est pas ordinaire. Une patate et une guitare qui parlent. Si je sais m'y prendre, ma fortune est faite. Bonjour, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le directeur, j'ai une patate qui parle. Hein? Bah, vous êtes sous, mon ami. Et une guitare qui répond. Non, je suis pas sous. Écoutez. Allez parler toutes les deux. Ben, vous avez bien quelque chose à vous dire. Dites-moi, mon ami, vous payez ma tête? Sortez maintenant! Ah, mais quand elles sont toutes seules... Qu'est-ce qu'on l'a bien eu. Ah oui. Alors c'est vrai? Vous parlez, toutes les deux? Mais inutile de vous taire, je vous ai entendu. Dommage, j'avais une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. Une proposition artistique? Chut, cool. À la bonne heure. Eh bien oui, vous allez travailler, vous allez devenir vedette. J'aimerais être frite. Être frite. Oui. Être mangée avec votre talent. Oh, ça se mange les frites. S'il en est ainsi, j'aime mieux devenir vedette. Le soir de la première fut un énorme succès.
Parmi les spectateurs se trouvait le sultan de Pétaouchnok, qui s'est pris immédiatement de la patate. Bonjour, monsieur le directeur, je veux épouser la patate. Mais voyons, ce n'est pas une personne. Alors je vous l'achète. Oh, vous me faites beaucoup de peine. Eh bien, je vous l'achète un wagon de diamants. Un seul? D'où si vous voulez. Et n'en parlons plus. Le lendemain, le sultan repartait dans son sultanat en emmenant la patate et aussi la guitare, car les deux amis ne voulaient pas se quitter. Une semaine après, les journaux publiaient les photos du mariage du sultan et de la patate.